Entre 500 000 et 1 million de personnes ont défilé hier partout en France à l'appel des syndicats. Peu de dégradation, mais 26 membres des forces de l'ordre blessés tout de même. Un peu plus de 7 000 casseurs, Black Bloc rapidement appréhendés, 309 interpellations et très peu de blocages. On pourrait donc presque parler d'une mobilisation réussie pour les organisateurs d'un côté et pour le gouvernement de l'autre. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le sujet, c'est essentiellement le budget avec des slogans orientés de façon à dire il faut taxer les riches, n'est pas à nous de payer, c'est à eux de payer. Eux, ce sont souvent les ministres, les milliardaires aussi ciblés hier. C'est le point de rupture, ça, le budget, Benjamin Cauchy ? Oui, j'entendais Alexandre parler de la culture de la rancune. Moi, j'ai envie de parler aussi de la culture de l'aigreur et de la jalousie aussi, qui est distillée, qui a été distillée finalement hier dans ces manifestations. Je pensais y trouver des gens, effectivement, Alexandre, qui voulaient défendre leur pouvoir d'achat. Pour moi, le pouvoir d'achat, c'est le mauvais côté du prisme. Pour moi, le problème dans notre pays, c'est la fiscalité. Et je crois que les organisations syndicales flattent les jalousies contre les riches, contre les milliardaires, parce que c'est du populisme et c'est du facile à penser, alors que la réalité, c'est que ce soit la fiscalité sur le travail, qu'on appelle charge sociale, vous parliez du brut et du net tout à l'heure, pour moi, ça, c'est de la fiscalité confiscatoire. Il y a la fiscalité sur les revenus également. En moyenne, les ultra-riches, soi-disant, payent 26% d'impôts, alors que la classe moyenne paye 47%. D'accord? Eh bien, les syndicats, ils vont dire c'est dégueulasse parce que les riches, ils payent que 26. Alors qu'en fait, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est que tout le monde paye 26. Et que, y compris les classes moyennes, y compris ceux qui ont leurs revenus confisqués par l'impôt, eh bien, eux aussi se retrouvent à 26%. Encore une fois, le problème, il est pris à l'envers. Et puis, dernier point, c'est la fiscalité sur les entreprises. Et moi, j'y ai vu également quelques entrepreneurs hier, un réparateur de vélo qui m'avait dit qu'il irait, donc je l'ai retrouvé. Et en fait, au bout de quelques minutes, il s'est senti perdu dans cette manifestation. Il n'a pas compris pourquoi il y avait des gens qui se promenaient avec des drapeaux palestiniens. Il n'a pas compris pourquoi il y avait une vision marxiste de la société, alors qu'aujourd'hui, entre la dette que nous avons dans notre pays d'une part et la fiscalité confiscatoire d'autre part, la solution n'était pas de demander de plus d'aide, mais de demander moins d'État. Et encore une fois, les syndicats flattent les bas instincts pour redorer leur blason. Je suis persuadé qu'il y aura des élections bientôt pour les prud'hommes ou autres, c'est sûr. Comment vous expliquez que un mouvement au début le 10, c'était parti d'une révolte plutôt fiscale. Comment on s'est retrouvé avec un truc complètement à l'envers? Comment est-ce que la société, à un moment, se laisse déposséder de ce qu'elle tente de dire? Bien parce que je pense qu'il y a dans l'ADN français depuis les années 80 cette idée où l'État fait tout, où l'État est faiseur de roi. Et demain en race gratis est rentré désormais, je pense, dans l'ADN des Français. Et nos gouvernants ont pris l'habitude d'infantiliser les Français. Et lorsqu'il y a un problème, ils se retournent vers l'État en demandant plus d'aide. Et le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, il a été pour cela dramatique et symboliquement dramatique, puisque les gens estiment que c'est l'État qui doit résoudre les problèmes. Alors, c'est plus facile dans ces cas-là pour des syndicats, comme je vous l'ai dit, de flatter les bas instincts et de retourner le sujet. Et ça me fait exactement penser au début des Gilets jaunes, Alexandre. Le premier samedi des Gilets jaunes, le 18 novembre, c'était un ras-le-bol fiscal. On dénonçait un projet de taxe carbone sur les carburants, on dénonçait l'augmentation des taxes d'habitation et taxes foncières. Et sur les 17 milliards d'euros que les Gilets jaunes ont pu obtenir, ce sont plus de 10 milliards de baisse d'impôts. Donc comme quoi finalement, au début les Gilets jaunes, c'était un début de ras-le-bol fiscal. Et finalement, les Gilets jaunes ont été remplacés par des chasubles rouges. Et c'est la gauche et c'est l'extrême gauche qui est venue reprendre le pavé sur les ronds-points. Pour vous, la France des Gilets jaunes, elle a pensé quoi le 10 et le 18 ? Qu'est-ce qu'elle a pensé, cette France ? Je parle de la France du début des ronds-points. Je pense qu'elle ne s'est pas sentie concernée par des revendications de reconnaissance de la Palestine. Elle ne se sentait pas, la France des ronds-points, elle ne se sent pas concernée par les casseurs de vitrines ou les brûleurs de poubelles. Vous savez que les gilets jaunes des ronds-points, c'était des gens qui ralentissaient la circulation sur les ronds-points, qui distribuaient un tract, qui se voyaient offrir une bouteille de jus d'orange et un 4 quarts. Les gens s'arrêtaient. Il y avait quelque chose de très, finalement, le café de village qui n'existait plus, c'était reconstruit aux abords des ronds-points. Ces gens-là, ils se retrouvent pas dans des casseurs et dans des revendications qui tiennent pas debout. Quand vous voyez, j'entendais hier à la télévision la représentante CGT de chez Airbus. Vous savez, je suis de Toulouse. Donc quand même, chez Airbus, ils sont pas les plus malheureux du monde, quoi. Ils ont un carnet de commandes rempli à 8 ans.
il manque 5 à 6 000 emplois. Il y a des bâtiments qui vont être construits chez Airbus. Tout va bien chez Airbus. Et vous avez des gens qui viennent dire, on n'est pas assez payé. Bon, je trouve qu'il y a quand même parfois de la manipulation. J'ai également vu parfois des retraités de la SNCF dénoncer des problèmes parce qu'il y avait trop d'aides publiques qui étaient données aux entreprises. Quand on sait que la SNCF, c'est 21 milliards d'euros d'aides publiques tous les ans. Bon, bref, j'y ai trouvé de la manipulation et je pense que les Français des ronds-points ne se retrouvent plus finalement dans ces revendications qui finalement tournent à la casse et desservent. Pour moi, ces manifestations sont désormais les idiots utiles du système. Ça n'avance pas. Merci Benjamin Cauchy. On prend le problème à l'envers. Je voudrais revenir à notre invité syndicaliste. Porte-parole du syndicat Unité Police, je précise. Voilà, il a dit quelque chose de très important sur la lisibilité des peines, pour que ça s'arrête, quoi. À un moment, c'est pas possible. Tout d'abord, qu'est-ce qui serait pour vous une peine concrète, audible, compréhensible par les gens que vous avez tous les jours en face de vous? Parce que s'ils ne le comprennent pas, il va rien se passer. Je pense qu'un an, c'est une bonne peine. Je pense qu'un an, pour marquer le coup, oui, je pense qu'il faut repartir de zéro. C'est-à-dire que avant, des choses très basiques. Quand je suis rentré dans la police en 98, on faisait le mot d'ordre, c'était prévention, dissuasion, répression. Je pense qu'il faut inverser. Maintenant, il faut faire répression, dissuasion et ensuite prévention, parce qu'on est arrivé à un tel degré de violence. Donc que il faut quelque chose de très très compréhensible. Oui, il faut que le message qui soit envoyé aux délinquants ou aux futurs délinquants ou aux primo-délinquants, il soit clair. Si vous touchez un policier, un pompier, un élu, vous allez en prison. 1 an. 1 an, minimum. Et qu'est-ce qui se passe si on ne va pas dans cette direction? Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le policier sur place? Il y a 2 choses. Je pense que sur le terrain, comme on l'a vu à Drancy au mois de mai, pour les auditeurs, s'ils retrouvent les images, il y avait eu un policier motard qui avait interpellé un refus d'obtempérer qui faisait un rodéo moto, parce que les Français on en marre des rodéos, donc ils demandent à la police de faire le job. Et quand on fait le job, il se passe ce qui s'est passé à Drancy, c'est-à-dire que l'individu se laisse pas faire, 40 autres délinquants s'interposent, le policier est obligé de faire des tirs de sommation pour pas être violenté. C'est dire le niveau où on est obligé d'arriver. Et à un moment, un policier, dans le cadre de la légitime défense, est obligé de faire usage de son arme à l'encontre d'un des individus. Moi, c'est ça que je veux pas. Parce qu'il y a un moment où le gars, il va rester sur le carreau, comme ça arrivait dans l'affaire Naël. Dans l'affaire Naël, il est interpellé 3 jours avant pour les mêmes faits, il fait une garde à vue pour un refus d'obtempérer. 3 jours après, à 9h, aux alentours de 9h du matin, il est déjà au volant d'une Mercedes, classe A, à 17 ans, et ils foncent sur un policier. Et nous, c'est ça qu'on veut plus, parce que nous, on se pose la question, déjà, premièrement, est-ce que je sors mon arme ou pas? Parce que je sais que derrière, la réponse pénale, elle va pas être là. Est-ce que je vais arriver à rentrer chez moi ce soir? Et la deuxième chose, c'est que, on en a ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la police, elle va dire, bon, stop, mais pourquoi je vais prendre le risque pour les autres? Personnel. Parce que, oui, les Français me soutiennent à 80%, mais derrière, est-ce que la justice me soutient? Est-ce que au plus haut sommet de l'État, je suis soutenu? Voilà. Il y a un moment où les policiers vont arrêter. Et là, monsieur, le jour où les policiers vont dire stop, ce sera la fin, je pense. En clair, vous dites que si la société n'est pas très claire, oui, qu'elle prenne pas. La société doit prendre ses responsabilités. C'est pas aux policiers de régler tous les problèmes, voilà, tous les mal de la société. Ça veut dire qu'on vous renvoie. On se retrouve tout seul. Ouais, tout seul. Oui. Devant des choix impossibles. Oui, je donne souvent l'exemple de l'affaire Naël. Oui, c'est un drame. Oui, le jeune est décédé, mais excusez-moi, le policier s'est levé le matin, il n'avait pas décidé d'utiliser son arme. Il se lève le matin pour faire le bien. De l'autre côté, c'était pas la même chose. Il savait qu'il n'avait pas le droit de rouler. Il s'était fait interpeller 3 jours auparavant. Il savait qu'il prenait des risques. Et le policier, lui, à un moment, il doit prendre une décision. Il prend une décision, il décide de faire usage de son arme. Quasiment le jour même ou le lendemain, le président de la République, il dit inexcusable, inexplicable, c'est-à-dire qu'il met de côté la présomption d'innocence pour le policier. Et mon collègue, il se retrouve 4 à 5 mois en détention provisoire. Pour nous, c'est pas normal, parce qu'on se dit, nous on a essayé de faire notre job, et à la fin, voilà comment on se retrouve tout seul face à la justice. On est soutenu par personne, à part notre organisation syndicale. Et on va arriver à un degré où les policiers, je suis pas représentant des gendarmes, mais je pense que c'est généralisé. Même la police municipale, il y a un moment où on va en avoir tous marre, et puis on va dire qu'ils se démerdent tous. Et ça, je veux pas qu'on arrive à ce point-là. Benjamin Cauchy, je vous voyais écouter. C'est quoi votre sentiment?
J'ai écouté. Sensation d'absurdité, quoi. Bien sûr, je l'ai écouté avec attention, comme je l'ai écouté également hier soir assez tard sur d'autres fréquences. Déjà, je voulais rendre un grand coup de chapeau aux policiers qui hier ont fait un job extraordinaire, et on peut rendre hommage aux 26 policiers qui ont été blessés hier dans la manifestation, parce que finalement c'est assez symptomatique de ce qu'évoque monsieur. C'est cette impunité judiciaire. Derrière, vous avez des forces de l'ordre qui sont présents, qui font force d'abnégation, qui, quelles que soient leurs propres convictions politiques, sont là pour rendre eh bien comment dirais-je, l'ordre dans le pays, et protéger les citoyens. Faut quand même rappeler la première mission, c'est la protection des citoyens, et aujourd'hui ils sont plus en train de faire du maintien de l'ordre que de la protection du citoyen. Ils sont devenus la cible finalement des personnes qui ont bien compris que le laxisme judiciaire leur permettait de se dire que tout était permis contre la police. Et ça, c'est quand même assez dramatique, parce que d'un côté vous avez, et ça c'est pour moi un grand paradoxe, vous avez d'un côté des Français, des syndicalistes notamment de l'extrême gauche, qui demandent plus d'État, plus d'État, plus d'État. Et vous avez la police qui est l'incarnation de l'État, qui est censée protéger tous, y compris ceux qui en ont plus besoin. Et je sais que quand vous intervenez dans les cités, quand vous intervenez dans des zones de non-droit, vous protégez avant tout ceux qui n'ont pas un rond. Ça, c'est une réalité. Vous ne protégez pas les ultra-riches quand vous allez bosser en banlieue. Vous êtes présent, l'État est présent, l'État fait son job, celui de protéger les gens dans leur quotidien, et ils se font caillasser. Et en plus, quand ils se font caillasser, eh bien les mecs, ils ressortent le lendemain matin sans rien du tout. J'entendais votre exemple tout à l'heure en disant on va griller un feu, c'est 135 €, on tape un flic, c'est gratos. Forcément, la chaîne de valeur, elle est complètement inversée. Et pour moi, c'est ça le grand drame, c'est que on a besoin de moins d'État dans des choses qui sont pour moi accessoires. On n'a pas besoin d'avoir un organisme qui nous dit qu'il faut laver son jean 2 fois par semaine. D'accord, comme l'ADEME, mais en revanche, on a besoin de plus d'État dans la justice et dans la police. Là, pour le coup, il faut remettre les moyens au maximum, et puis avoir un dispositif pénal qui soit digne de droit. Pour moi, c'est pas 1 an, c'est 5 ans. Il faut que ça soit dissuasif. Un bleu, c'est 5 ans. Et vous allez voir, ça va changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, on tape sur un flic et on se fait une petite étoile, on se fait une petite croix sur un calendrier. Aujourd'hui, je me suis fait un flic. Mais ça, c'est plus entendable, c'est plus possible. Reda Belladj, vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police. Vous étiez présent à cette manifestation hier à Paris. Il y a eu un propos de Hugues Moutou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ce matin sur CNews, à propos de l'agression du policier de Tourcoing, parce que c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il dit, il y a une violence anti-flics en France, entretenus par des discours politiques dangereux et irresponsables. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et par qui sont tenus ces discours haineux, dangereux et irresponsables? Alors oui, je suis d'accord. Il y a la responsabilité des parents, il y a la réponse pénale, et puis il y a les politiques. Moi, je suis rentré dans la police en 98. Absolument tous les députés soutenaient les policiers républicains. Alors oui, la police n'est pas parfaite, mais voilà, on a une IGPN. Nous aussi, on a évolué. On est l'administration la plus contrôlée. On a beaucoup de procédures administratives, de procédures judiciaires. À partir du moment où vous faites votre job, vous êtes exposé. Voilà. Mais maintenant, les politiques aujourd'hui, ils ont changé. Oui, ils nous diabolisent. La LFI, certains écologistes, excusez-moi, à crier la police tue. Ils font tout pour creuser l'écart entre nous et les jeunes, en fait. Voilà. Et c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes, ou même des adultes, quand ils écoutent un politique, pour eux, c'est une référence. Et c'est ça qui fait que... Et en fait, c'est devenu normal. D'où l'irresponsabilité, il y a tellement d'actualités. La semaine dernière, il y a eu le 10 septembre. C'était ultra violent. Le surlendemain, on a distribué du riz gratuit pour la promotion d'un restaurant à Châtelet. Ça s'est suivi en violence urbaine, en fait. C'est-à-dire que même ces jeunes, quand vous voulez les aider, ils sont violents avec les policiers. Je veux dire, à un moment, je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités et que les choses évoluent. Oui, moi, hier, j'étais dans la manifestation. J'étais là pour, justement, parce que nos collègues policiers, ils sont rappelés tout le temps. Ils assurent le boulot. On l'a prouvé le 10 septembre en évitant les blocages et les sabotages. On a limité les blessés du côté des gens violents envers nous. Et là, on a fait la même chose. Et j'entends dans les médias, certains médias, des politiques qui disent, ils relativisent, de manière générale, ça s'est bien passé, mais il y a eu trop de policiers. Mais attendez, en fait,
quand on voit des images comme Tourcoing, quand on voit des images à Reims où des policiers qui étaient hors service pour fêter le départ d'un collègue se font lyncher, pas dans un quartier, en centre-ville de Reims. Vous dites, excusez-moi, c'est quoi en fait, c'est quoi la valeur aujourd'hui en France d'un policier ou d'un gendarme? 26 c'est beaucoup trop, 40 c'est beaucoup trop, et tant qu'il n'y aura pas une réponse pénale beaucoup plus ferme et immédiate et minimum envers ces gens qui s'attaquent aux policiers, aux forces de l'ordre en général, ou aux élus, ou aux sapeurs-pompiers, on n'y arrivera pas. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Benjamin Cauchy, d'être intervenu. Merci. Reda Bella. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police. Et si vous aussi, vous êtes choqué ou concerné par ce qui s'est passé, ces violences policières, en l'occurrence, n'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. À tout de suite.